Laurent Guillaume, vous êtes né le 11 mai 1967 à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes un romancier et vous êtes un voyageur. Vous écrivez des romans policiers, des romans historiques, des articles et des comptes rendus, des analyses et des scénarios et vous voyagez de la Savoie à l'Afrique de l'Ouest, d'Annecy au Mali. Écrivain voyageur, vous êtes tout autant amoureux du roman noir américain que des métissages en tout genre. Vos vignes et celles de vos livres se confondent, s'inspirent les unes des autres. Car vous en avez eu plusieurs de vies. Si votre parcours atteste au fur et à mesure des années votre aptitude à la cohérence, à l'endurance, à la constance, il n'en est pas moins foisonnant, protéiforme, bigarré. Une note commune cependant, la lutte contre le crime organisé. Lieutenant de police, commandant d'une unité mobile de sécurité dans le Val-de-Marne spécialisée dans l'anticriminalité et les violences urbaines. Des années chez les stupes en tant que chef de groupe, conseiller du directeur général de la police locale pour les affaires de lutte contre le trafic de stupéfiants au Mali, affecté à la brigade financière à Annecy, consultant international en lutte contre le crime organisé en Afrique de l'Ouest. Autant de métiers, autant de missions qui vous conduisent à observer, à déchiffrer, à analyser les mondes à la dérive, les petites gens à la marge, les destins cabossés, les vulgaires délits, les crimes épouvantables. Vos vies réelles nourrissent alors vos vies rêvées. Vous trouvez dans les faits authentiques les prétextes, les ressources, les écrins de vos fictions. Qu'elles soient noires, policières ou historiques, elles transitent par le filtre de vos expériences, puis par celui de votre imagination. Vous plantez les décors, vous souciant de l'équilibre puisque le récit prime. Votre tâche consiste donc à imbriquer, à harmoniser, à n'être point pédagogue ni biographe. Vous aimez préciser que vous écrivez une histoire et pas un morceau de l'histoire. Mako, la louve de Subur, doux comme la mort, les eaux troubles, Black Cocaïne, Delta Charlie Delta, Bronx la petite morgue, là où vivent les loups, Africa Connection, doux comme la mort, un coin de ciel brûlait, les dames de guerre, Saïgon, sont les titres de vos livres. Ils parlent d'eux-mêmes. Nous serons, en vous lisant, en eau trouble, là où les cieux brûlent, où l'obscurité peine à rejoindre la lumière, là où les beautés succombent sous la pourriture, là où les lois font aussi l'impunité, là où l'on tue comme on respire. Et vous vous glissez dans ces paysages pour peindre la guerre, les dictatures et les imbéciles. Laurent Guillaume, de quoi sont faites vos nuits ? Peut-on dormir tranquille lorsque nos esprits sont à ce point chargés de trafic d'armes et de drogue, de mafieux, de violences et de trahisons, de magouilles politiques, de dangereux abrutis, de cadavres et de batailles, d'un trop de réalité ? Quels échappatoires, quelles tangentes, quels espaces pour s'extraire, pour respirer, pour rêver ? Dans votre dernier ouvrage, Les Dames de guerre Saïgon, paru chez la Bête Noire Robert Laffont, pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, les hommes ne sont pas tous des ordures, effectivement. Certains choisissent leur camp et ne s'empêtrent pas seulement dans la boue et la testostérone. Il y a même des femmes, une femme, que l'on n'attend pas, bien entendu, qui n'est pas la bienvenue, cela va de soi, mais une femme est là, qui pense et agit autrement, qui n'est pas dénuée de courage, ni de force, ni d'intelligence, ni de sensibilité. Une femme qui tranche avec la survirilité dominante. Le féminin, que l'on soit un homme ou une femme, serait-il une voie à emprunter, un lieu plus respirable ? Envisageriez-vous autre chose ? Votre livre ne s'ouvre-t-il d'ailleurs pas sur une dédicace faite à votre femme, Violaine ? Ne met-il pas en scène une femme en particulier au sein d'un système qui légitime les atrocités pour l'honneur, pour la gloire ? Ne s'achève-t-il pas avec elle et n'en annonce-t-il pas une autre qui sera un des personnages principaux du tome 2 ? De plus, Dame de guerre est, je le rappelle, le titre de la trilogie. Se peut-il que ces figures féminines soient un hasard ? Seriez-vous en accord avec un de vos romanciers favoris, Romain Gary, qui disait... C'est le complexe de puissance qui est une infection virile typique dont crève tout notre Occident, l'infection virile. C'est pourquoi je réclame une certaine féminisation de notre civilisation. Et alors on arrive là dans le domaine dangereux de ce complexe de virilité, ou de cette infection virile, qui sont
au moment du déclin, les transferts de puissance et la recherche de compensation par l'argent, par la puissance politique, par la force que donne le pouvoir, et si vous voulez, par toute une attitude de prothèse. Je ne suis pas contre la virilité du tout. C'est une donnée naturelle, indispensable, une dynamique de l'homme. Je suis contre le gigantisme de la virilité, contre le cancer de la virilité, contre l'infection virile qui mène aux extrêmes totalitaires. Bienvenue, Laurent Guillaume. Merci Astrid. Je ne connaissais pas cette interview. Merci. Alors, la présentation, c'est quasiment un morceau de bravoure. Hein. J'ai envie de dire bravo. Oui, j'adore Romain Gary, oui. Et pour répondre à son... Il a écrit un très beau roman qui s'appelle Lady L, dans lequel, en fait, effectivement, il met à mal la virilité. Et c'est un des plus beaux personnages féminins qui m'ait jamais été donné de lire. Donc, si vous avez l'occasion, lisez Romain Gary. J'imagine qu'il doit être à la médiathèque en bas. Lady L de Romain Gary. Alors voilà, c'était pour moi une façon d'entrer dans ce livre. Évidemment qu'on va y rentrer plus précisément. Ça se passe au Vietnam, pendant la guerre, dans les années 50, 52, 54. Mais c'est vrai que j'ai eu envie de rentrer dans ce livre par ce rapport, voilà, cette question de la virilité, de la survirilité, qui parcourt toute votre œuvre. Parce qu'on est souvent dans vos livres dans cet univers concret, réel, d'hommes, de guerre, de boue, de conflits, de mensonges, d'honneur, de gloire, etc. Donc voilà, c'était une façon de rentrer dans votre œuvre et j'avais envie de vous entendre réagir à ce sujet. En fait, quand je commence à écrire un roman, je ne me pose jamais la question des thèmes que j'aborde. En fait, c'est le roman qui m'y emmène et c'est jamais en aucune façon, je me dis, je vais aborder, par exemple, la question de la paternité dans un des romans qui s'appelle Delta Charlie Delta. Mais en fait, au fur et à mesure que je l'écris, je me rends compte que mon écriture me porte vers des questions qui sont parfois un peu plus vastes. En aucune manière, en fait, j'ai, de point de vue politique, ni je ne cherche à imposer ma vision du monde. En fait, je donne à voir ce que j'ai vu, ce que je pense avoir vu. Parfois, je me trompe. Et la question de la féminité, effectivement, c'est une question qui transcende tous mes romans. Et si je regarde bien le parcours que j'ai eu entre les premiers où les femmes sont presque toujours des victimes et en fait mes personnages en fait sont dans une espèce d'attitude protectrice, jusqu'à maintenant, en fait, elles ont vraiment beaucoup évolué dans leur rôle. Et je dois avouer qu'au début, pour moi, c'était une vraie inquiétude d'avoir un personnage féminin et en fait de l'écrire. Donc j'y suis allé par petites étapes. J'ai commencé vraiment à avoir des personnages féminins dans Delta Charlie Delta avec une jeune adolescente. Alors au risque qu'on me taxe d'appropriation culturelle, je me posais vraiment la question de savoir comment est-ce que je vais écrire une gamine de 15-16 ans qui a vécu un drame familial épouvantable. Et j'ai assez vite compris qu'il ne faut pas se poser la question. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste se contenter de le devenir. Et c'est toute la beauté. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai du problème avec les procès qui sont faits en appropriation culturelle, parce que c'est tout l'art de la poétique d'Aristote, c'est-à-dire pouvoir incarner quelqu'un qu'on n'est pas. Et moi, ça me plaît beaucoup d'être ce que je suis. C'est-à-dire que je suis quand même un mâle assez mal déconstruit. J'ai encore des gros fantasmes de virilité. C'est un vrai souci. Ma femme se charge bien de me caresser les côtes et de me faire comprendre qu'il faut que j'arrête. Mais je n'arrive pas à me déconstruire. En revanche, mes personnages le sont probablement plus. Et c'est peut-être ce à quoi j'aspire. Mais en fait, intrinsèquement, je sais que maintenant, je me suis construit un personnage dont je ne pourrais jamais me défaire. Donc voilà. Et donc les livres sont pour moi des moments où je peux avoir une vision. Je peux être une femme, quoi. Et d'une certaine façon, Elizabeth Cole dans mon roman, c'est un peu la femme que j'aurais aimé être, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle de très loin. C'est une petite bourgeoise new-yorkaise et la guerre. Les gens qu'elle va rencontrer, les rencontres qu'elle va faire, les situations auxquelles elle va être confrontée vont se charger
de lui faire le cuir un peu plus épais et ça va devenir une vraie badass, quoi. Une espèce de guerrière très courageuse et qui va un peu dominer le pion aux hommes d'ailleurs. Hein. Au début, elle est une espèce de petit pantin. Comment dirais-je, ballottée par les vents du temps, et à la fin, c'est elle qui tient, qui reprend son destin en main et qui fait ses choix. Elle a du courage dès le départ. Oui, elle est courageuse. Mais bon, après, moi, je suis entouré de femmes courageuses. Donc, alors je sais bien que toutes les femmes ne sont pas courageuses, mais tous les hommes non plus d'ailleurs. Oui, tous les hommes ne sont pas courageux non plus, et même certains. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une espèce d'aura de mec très courageux parce que j'ai mis les pieds là où certains ne mettraient pas leur tête. J'ai mis ma tête là où certains ne mettraient pas leurs pieds. J'ai joué, voilà, j'allais dans des pays un peu compliqués dans lesquels la guerre sévissait. Et quand mon chat me ramène un oiseau dans sa gueule, je me mets quasiment à trembloter. Et, quand on tue un oiseau, ça me rend. Et c'est ma femme qui se charge de récupérer l'oiseau et de le soigner. Parce que moi, je suis tout pantelant dans un coin, elle me tapote sur la main. Donc voilà, et ma femme, elle est très courageuse parce qu'en fait, elle gère tout, quoi. Elle affronte tout. Alors moi, il y a plein de trucs contre lesquels je suis complètement désarmé, quoi. Donc c'est mon amour et ma meilleure amie, et puis quand je panique, c'est à elle que je fais appel, quoi. Bon. Et pas quand je suis dans un pays à la con ou je suis dans un pays en guerre. Là, je préfère pas l'appeler parce que elle va paniquer là en revanche. À la couillon. Donc je lui dis plutôt pas. qu'à la con. À la couillon. À la couillon, ouais. Alors, avant de lire un extrait un peu plus long, je vais vous lire les 3 citations qui démarrent le livre. Il n'y a rien qui plaise autant, même aux plus bourgeois des peuples, que les spectacles des guerres et des violences. Joseph Kessel. La sérénité ne peut être atteinte que par un esprit désespéré, et pour être désespéré, il faut avoir beaucoup vécu et aimer encore le monde. Blaise Cendrars. Soyez déloyal. C'est votre devoir envers la race humaine. La race humaine a besoin de survivre. C'est l'homme loyal qui meurt le premier, tué d'angoisse, d'une balle ou d'excès de travail. Si vous devez gagner votre vie, mon garçon, et que le prix qu'on exige de vous soit la loyauté, soyez agent double et ne permettez jamais à l'une ou l'autre des parties de connaître votre véritable nom. Ça, c'est Graham Greene. Voilà ce qui ouvre le livre. Donc, on est vraiment dans ces thèmes de la loyauté, de la guerre, des agents doubles. En fait, c'est... J'ai pas pris ces citations par hasard parce qu'en fait, d'une certaine façon, Blaise Cendrars, Graham Greene et Joseph Kessel et Romain Gary, ce sont les auteurs qui m'ont accompagné toute ma vie avec Jack London quand j'étais plus jeune. Et d'une certaine façon, ils ont été pour moi des sortes de guides spirituels plus que des grands philosophes. Plus que Deleuze, plus que Spinoza, et donc leur façon de voir le monde, en particulier Kessel, en fait, est pour moi une sorte de... c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont vu le pire, l'innommable, et qui ont conservé leur humanité. Et dans le bouquin, je raconte un personnage qui, en fait, à force d'être confronté à des choses très dures, perd une partie de son humanité. C'est ça qui est, pour moi, très intéressant, c'est-à-dire de ne jamais prendre pour excuse, comme j'ai vu plein de policiers le faire, la dureté de notre métier pour s'exonérer de certains principes moraux et éthiques. C'est-à-dire qu'en fait, la dureté de la vie n'est jamais une excuse pour être soi-même un salaud. Et c'est ce que raconte Kessel, c'est ce que raconte Cendrars, c'est-à-dire la fascination de la violence, mais en fait comment on doit y résister. Et c'est une des raisons pour laquelle, je ne sais pas si ça transparaît dans le roman, je suis jamais complaisant avec la violence. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de sang qui gicle, il y a jamais de... Parce que je trouve ça insupportable et que ceux qui ricanent sur les réseaux sociaux ou à la télévision en parlant de la guerre, qui en parlent beaucoup à leur aise, en fait, ceux-là me font rire parce que c'est ceux qui ne la connaissent pas. Ceux qui ont connu la guerre, ceux qui ont vu les ravages, ceux qui ont vu le malheur, le désespoir, en fait, ça ne les fait jamais rire. Et ils regardent pas ça avec... on peut pas regarder ça avec du recul. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je vois en Syrie un petit gamin qu'on sort des décombres couvert de poussière et de sang, ça me brise le cœur à chaque fois. Et je veille à ce que ça ne change pas.
C'est-à-dire que j'ai des enfants morts, j'en ai ramassé quelques-uns, et à chaque fois, ça m'est insupportable, et à chaque fois, c'est une déchirure, et à chaque fois, j'ai l'impression qu'un petit bout de mon âme m'est arraché, mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, jamais, tant que la douleur était là, elle a été jusqu'au bout. En fait, tant qu'elle a été là, en fait, je me disais que ça allait. C'est en fait le jour où en fait on regarde ça avec du recul et qu'on regarde ça avec du cynisme. S'il y a un mot au monde que je déteste, c'est le cynisme. Je trouve ça dégueulasse et lâche. Et en fait, c'est une façon lâche d'affronter la dureté de la vie. Ça, je sais pas, je suis en train de partir dans des espèces de délires philosophiques. Je pense qu'on est tous plutôt... non. Est-ce que vous avez envie de réagir à ça? Absolument. Mais on est dans l'ère des cyniques, en fait, là, quand on regarde bien. On est dans l'ère des cyniques. Et en fait, on a l'impression qu'en fait, maintenant, le fait de perdre son humanité, le sens de la fraternité, c'est devenu un truc qu'on doit revendiquer. Donc, ça me pose un vrai problème sur ce que notre société est en train de devenir. Alors, tout ça est aussi dans ce livre, en effet. On a vraiment cette sensation que la guerre, c'est vraiment moche, c'est plus que moche. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de beauté à la guerre. Vous n'êtes absolument pas dans l'érotisation ou l'esthétisation de la guerre et des images glacées qu'on peut même trouver dans les journaux. D'ailleurs, il y a une référence à un moment donné dans le livre où elle se rend compte que la guerre, c'est autre chose que ce qu'elle voit dans Life Magazine. Exactement, en fait. Et alors, je mets un petit bémol parce qu'après, sur la deuxième guerre d'Indochine, qui est donc la guerre du Vietnam, en fait, il y a eu des reportages avec, par exemple, une reporter de guerre qui s'appelle Catherine Leroy, qui a un peu inspiré mon personnage d'Elizabeth Cole. En fait, on a des choses très crues. En fait, c'est assez étonnant, c'est que les photos des femmes reporters de guerre sont toujours moins complaisantes avec la guerre que celles des hommes. Les hommes essayent de l'esthétiser, alors que les femmes, elles essayent de rendre la vérité et la véracité de ce que c'est la guerre. Et c'est une des raisons pour lesquelles je préfère que j'ai un vrai... pour être tout à fait honnête, quand j'ai attaqué ce bouquin, à l'origine, je voulais écrire un biopic sur Lee Miller. Et malheureusement, ça a été fait quand je commençais à travailler dessus. Donc ça a été pour moi très pénible. Et donc je me suis dit, ce que je peux pas raconter sur une biographie, je vais l'écrire dans un roman. Voilà, et donc d'une certaine façon, Elizabeth Cole, c'est une espèce même si elle existe, pour moi elle existe, mais c'est une espèce de mélange de Lee Miller, Gerda Taro, Catherine Leroy. Il y a une photographe de guerre qui s'appelle Cole aussi, à qui j'ai honteusement piqué le nom, parce que j'aime bien avoir des personnages qui ont des noms courts. Donc je me suis dit Cole, c'est parfait. Et donc je lui ai piqué un peu son nom de famille. Mais voilà, et c'est assez étonnant, c'est de voir à quel point, moi je préfère les photos des reporters de guerre femmes que celles des hommes. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime pas Robert Capa. Et c'est emmerdant parce qu'en fait, à l'origine, on devait faire un événement avec l'agence Magnum, dont il est l'un des cofondateurs. Et la responsable de l'agence Magnum voulait qu'on fasse un event, comme ils disent. Au début, je dis à quoi un événement, merci. Et cet événement, voilà. Et en fait, elle a lu le bouquin et elle voit quand même qu'elle a réalisé que je donnais pas une super bonne image de Robert Capa, dont on le soupçonne quand même d'avoir pas mal piqué des photos de sa compagne, qui était Gerda Taro, qui, à mon sens, était très probablement meilleur photographe et surtout plus honnête. Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de photos dans l'œuvre de Robert Capa qu'il a rejoué, quoi. C'était le flou à la Capa, vous savez. Et donc il y a des photos qu'il a rejouées, comme la mort d'un républicain espagnol, où on voit les bras en croix dans une espèce de posture christique. Très probablement, cette photo est un peu tronquée, quoi. Donc voilà, et les femmes ne font pas ça. Donc elles ne rejouent pas. En fait, elles donnent à voir l'horreur de la guerre. Et c'est ça que j'aime dans mon roman. D'ailleurs, quand elle est confrontée pour la première fois réellement à la guerre, c'est pas que sur la guerre, ça parle aussi d'autres choses. Mais à un moment, donc, elle est réellement confrontée à la guerre, elle se rend compte que ça ressemble pas à ce qu'elle voyait dans les cinémas. Vous savez, dans des espèces de préquels des films, on avait l'actualité. En fait, on voyait la guerre et c'était toujours propre. Les gens mouraient sans, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de cervelle répandue. Et quand elle la voit pour de vrai, c'est plus la même chose, quoi.
Et donc elle essaye de rendre ça. Donc Elisabeth Cole, vous l'avez compris, est reporter de guerre. Elle est partie en Indochine pour prendre la suite de Kovacs, qui fait légèrement penser, c'est vrai, à Robert Capa, qui est mort en Indochine. Je vais vous lire un extrait qui se trouve à peu près au milieu du livre et qui va vous donner un peu l'idée du décor. Nous nous sommes tous battus pour la liberté, poursuivit Bremond. Alors, quand on nous a envoyés à 13 000 kilomètres de chez nous pour combattre en Indochine, les choses étaient aussi simples que lorsque nous nous battions pour libérer l'Europe de l'oppression nazie. Nous devions maintenant libérer l'Empire français du joug japonais, sauver nos compatriotes d'outre-mer. Elisabeth avala une gorgée de vin. Mais j'imagine que les choses n'ont pas été aussi simples. Non, effectivement. Lorsque les Japonais ont capitulé, nous nous sommes retrouvés face à la contestation d'une partie de la population, les nationalistes, les sectes et surtout les Viet Minh. Nous les avons d'abord pris pour des traînes savates, de vulgaires paysans armés par ces fumiers de Chinois, des pirates, des bandits. Nous pensions n'en faire qu'une bouchée, mais nous avons vite déchanté. Les Viettes se dérobaient sans cesse, ils attaquaient par surprise et disparaissaient. Nous avons eu beaucoup de pertes. Le regard de l'officier devint vague, comme s'il était ailleurs, puis il picora distraitement dans son assiette. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, notre armée de libération s'est transformée en armée d'occupation, dit-il désabusé. J'imagine que cela doit être inconfortable pour vous qui avez combattu le fascisme, dit Elisabeth. Bremond hocha la tête. Au mieux, la population indigène nous craint, au pire, elle nous hait. Nous ne tenons plus que quelques zones éparses, les villes et quelques bases isolées, quand le reste du pays est tout entier dans la main des Viettes. En métropole, tout le monde s'en fout. Le Français se préoccupe plus du prix de la baguette que de cette guerre du bout du monde. Les hommes politiques veulent qu'on se batte sans avoir à mettre la main à la poche. Et pendant ce temps, nous versons notre sang et nous enterrons nos camarades. Pensez-vous malgré tout que vous pourrez l'emporter, en particulier grâce à l'aide militaire américaine ? Bremond se resservit en pouilly fumée et avala une gorgée, les yeux fermés. Les choses sont mal engagées, Madame Cole. Et vos compatriotes l'ont bien compris. Ils piétinent d'impatience pour prendre notre place. Car au fond, ici, il ne s'agit pas vraiment des soubresauts d'une décolonisation inéluctable. Voilà à peu près où on est. Maintenant, on va pouvoir en parler un peu plus précisément de cette guerre d'Indochine qui est assez mal connue, je trouve, qu'on n'apprend pas à l'école. Quand on plonge là-dedans, on plonge vraiment dans cette page de l'histoire et on se rend compte que c'était un sacré bordel, un sacré bazar. Voilà, et ça fait du bien, du bien si j'ose dire, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, quand justement les soldats qui se sont battus contre le fascisme se retrouvent très très peu de temps après, projetés en Indochine et après, comme vous le dites, après avoir dû sauver la population du fascisme, se retrouvent à une place qui n'a pas été très confortable. En fait, les rôles ont été inversés. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est le conflit, comme la plupart, tous les conflits de décolonisation sont idiots. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune chance, aucun peuple qui souhaitait recouvrir sa liberté, aucun peuple n'a échoué. C'est-à-dire qu'en fait, tous les peuples ont fini par se libérer. Parce que sauf à raser le pays, il n'y a pas d'autre solution. Et quand en 1946, le général Giraud est arrivé, qu'il a fait un état des lieux et qu'il a dit qu'en fait le combat était désespéré, qu'en fait ça servait à rien, qu'il fallait donner leur liberté au peuple auquel on avait imposé notre joug, en fait personne ne l'a écouté. Et ce qui est assez dingue, c'est que les gouvernements se sont succédés, de droite comme de gauche, et que même parfois, c'était les gouvernements de Mendès France qui étaient les plus virulents dans le conflit en Indochine, qui ont déclenché la guerre la plus violente. Je veux dire que tout le monde s'est retrouvé, de droite comme de gauche, s'est retrouvé sur ce conflit, quoi.
Et donc, on est allé jusqu'au bout de la stupidité, Brémond le dit, c'est-à-dire qu'on a envoyé des gens mourir là-bas, qui étaient des gens, pour la plupart, qui avaient travaillé, qui étaient des soldats de l'armée de libération, qui étaient dans la résistance, qui ont travaillé pour le SIS, c'est-à-dire les services secrets anglais, qui ont travaillé pour De Gaulle. Et tous ces gens se retrouvent donc en quelques années basculés de je suis un libérateur, je me suis battu pour mon pays, j'ai combattu l'ultime oppression, et se retrouver à l'exacte place de ceux contre lesquels ils avaient combattu. Donc, en fait, on sous-estime complètement l'impact que ça a eu sur une génération, mais ça a été terrible pour ces gens. En fait, il y a eu des saloperies qui ont été faites. Je ne suis pas en train de trouver des excuses à ce qui a été fait, la torture, des choses épouvantables, des massacres. Mais je leur trouve des excuses parce qu'en fait, je trouve, pour moi, ceux qui n'ont absolument aucune excuse, c'est les politiques, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils les ont largués en race campagne, très loin de chez eux. Pour la plupart, c'était des paysans d'Écosse, du nord de la France, de mon pays, qui se sont retrouvés très loin de chez eux, face à un ennemi qui ne combattait pas, qui se dérobait en permanence. Et en plus sans moyens, c'est-à-dire qu'en fait ils n'avaient pas l'équipement qu'il fallait, pas de munitions. Alors au bout d'un moment, les Américains ont fini par fournir du matériel, mais en fait en France, en gros, c'était démerdez-vous, quoi. Et après, on s'étonne qu'il se passe des choses absolument épouvantables, parce que ce que je raconte dans le livre, c'est que en fait, à partir du moment où vous avez une armée de métier qui est livrée à elle-même, et pour laquelle en fait on ne donne pas d'instructions claires, pour laquelle on ne donne pas de capitaux, de moyens de se défendre, en fait, elle va trouver des moyens par elle-même. Et c'est souvent pas les meilleures solutions. En tout cas, pas les solutions les plus éthiques. Et il y a aussi dans ce livre, au milieu de ces histoires atroces, un rapport extrêmement intime entre la guerre et l'opium. En fait, je suis venu à ce livre justement parce que j'ai travaillé comme consultant pour l'ONU-DC et j'ai écrit des articles, en particulier pour un magazine qui s'appelle Diplomatie. Et en fait, je m'intéresse depuis longtemps au lien qu'il y a entre la guerre et la drogue. En fait, il faut savoir que il y a un lien intime. Alors, je précise que c'est pas un roman géopolitique, même si on aborde la géopolitique, mais par le bas. En fait, par les gens qui vivent les événements. Mais malgré tout, quand même, la question, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, la drogue, en fait, servait. On utilisait l'opium, et ce qu'ils appelaient la fleur du pavot. En fait, on l'a utilisé, enfin la fleur, on va dire le latex du pavot, on l'utilise depuis très longtemps, bien avant Jésus-Christ. Depuis plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, soit pour opérer quelqu'un qui est gravement blessé, pour réduire les souffrances, pareil pour le cannabis. Et après, en fait, on a basculé avec le libéralisme économique, on a basculé une espèce d'aide aux combattants qui prenaient par exemple du cannabis pour avoir moins peur avant d'aller au combat, ou pour avoir moins mal quand ils étaient blessés, à la drogue est un moyen de financer la guerre. Et donc pendant des années, j'ai travaillé sur ces questions. En particulier, j'ai travaillé sur la question de ce qu'on appelle le narcoterrorisme, savoir est-ce qu'on finance le terrorisme international, se finance-t-il sur le trafic de stupéfiants, et donc ma réponse a toujours été non s'il a le choix. Donc en gros, les talibans, par exemple, ont décrété que la drogue était haram, c'était péché, et donc on n'y touchait pas jusqu'à ce qu'ils soient en passe de disparaître. Et quand ils sont au dos au mur, pareil pour les FARC, quand les gens sont au dos au mur, et bien en fait, la drogue devient quelque chose de moins sale à partir du moment où ça vous donne une chance d'avoir des munitions, d'avoir éventuellement un médecin qui va vous opérer. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, quoi. C'est qu'en fait, on est contre la drogue quand on en a le loisir. Et ben là, les soldats français, en fait, ils n'ont pas trouvé d'autre financement que cette ressource qui est partout en Asie du Sud-Est et qu'on a importé. Il faut savoir qu'à l'origine, le pavot opium n'était pas dans les territoires Hmong, les plateaux, Laos et dans le nord du Vietnam. C'est qu'en fait, c'est les Français et les Anglais. En Birmanie, par exemple, c'est les Français qui l'ont importé d'Inde. Mais à l'origine, c'est un produit qui vient surtout de l'Inde.
Donc on l'a apporté, on l'a fait venir, et puis on l'a vendu. On a même fait la guerre aux Chinois qui essayaient de mettre un terme à ça. Enfin, d'abord les Anglais, puis les Anglais avec nous pour la deuxième guerre de l'opium. Et on a commencé à vendre le produit parce que c'était l'une des richesses du Vietnam avec le latex, avec le caoutchouc, les plantations d'EVA. Et donc et c'est devenu une ressource qui a permis de financer ce qu'on appelait la contre-insurrection, c'est-à-dire financer des tribus montagnardes très dures, très guerrières, qui sont souvent, on appelle ça les peuples méo. En fait, maintenant on dit les Hmong. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'écrit avec un H devant. Et les Hmong, en fait, pour leur permettre de continuer leur guerre et pour leur permettre d'avoir de l'équipement, parce que nous, on n'était plus capable de leur en donner, en fait, ils se finançaient avec le trafic d'opium. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'avant, quand j'écris, à la date à laquelle se situe le roman, en fait, qui est donc en 53, c'est sur 53-54, ça fait 6-7 ans qu'en fait c'est devenu illégal en France. Enfin, il y avait une régie de l'opium à Saïgon. Donc il y avait des bouilleries d'opium à Saïgon, il y en avait 2. Et donc on produisait des grosses quantités d'opium. Il y avait peut-être même qu'à Foix, il y avait une fumerie d'opium, mais dans les années 50, des années 30 aux années 50, il y avait partout, en particulier à Marseille, mais il y en avait à Paris, à Clermont-Ferrand, il y avait des fumeries d'opium. Donc c'était vraiment un produit qui était et d'une certaine façon, et ce n'est pas pour diminuer la responsabilité des services secrets français, mais en fait pour eux, en fait c'était très récent que c'était devenu illégal et c'était une sorte de lubie des Américains. Mais lesquels Américains d'ailleurs vont reprendre le procédé à leur avantage, mais en étant plus cons encore que nous, c'est-à-dire que eux ils ont décidé d'aller parce que l'opium c'est le premier pas pour la morphine et après l'héroïne, et eux, ils ont décidé de vendre à leurs propres soldats. Donc là, ils ont créé une génération de junkies, ce que je raconterai plus tard dans un autre roman. Mais voilà, donc il y a un lien très fort entre, par exemple, dans la guerre en Syrie, vous avez des amphétamines qui sont le nerf de la guerre en Syrie. Et pour lequel Bachar el-Assad, ça s'appelle le Captagon, pour lequel Bachar el-Assad en fait a une véritable activité, on va dire commerciale. Il vend partout dans tout le Moyen-Orient et le Maghreb. Alors, pour rentrer encore aussi dans ce roman, vous savez que j'ai souvent l'habitude de faire un petit diaporama, à la fois avec des références qui sont contenues dans le livre, et aussi avec des références de l'auteur, voire même certaines qui me viennent à moi toute seule à l'esprit. Alors voilà, ce petit diaporama, on va pouvoir éteindre les lumières. Ah, ouais. La plaine des Jarres. J'y suis allé, ouais. Il n'y a pas de son ? Ah si, c'est bon. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
day away, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Je suis bluffé. Il y a tout ce que j'aime. De Goodies au Macallan et Highland Park. Oui, il y a plein de quartiers, donc il y a plein d'images en fait qui sont vraiment La boxe française. tirées du livre. Et il y a aussi, voilà, ce qu'il aime, la savate, si j'ai bien retenu. Goodies. Goodies, bah vous pouvez, voilà, peut-être en parler. Ouais, j'aime Goodies parce qu'en fait, c'est Goodies. D'ailleurs, j'ai eu la chance. Gallimard m'a proposé d'écrire la préface d'un roman qui s'appelle Black Friday. Enfin, maintenant, Black Friday, tout le monde pense que c'est un événement commercial à la con. Au gland. Voilà, mais Black Friday, ça veut dire vendredi 13, et il est traduit en. Voilà, exactement. Il est traduit par vendredi 13. Et j'ai écrit la préface, parce que pour moi, David Goodies, ils sont quelques-uns, hein, mais David Goodies, James Cain, c'est les grands écrivains du roman noir. Le roman noir, en fait, c'est le roman dans lequel faut le différencier du roman policier. Il n'y a pas forcément d'enquête policière. Par exemple, dans La Lune, dans le caniveau, le personnage cherche celui qui a violé sa sœur, et la fin est épouvantable d'ailleurs. Mais le roman est juste incroyable. Et dans Goodies, il y a toute l'humanité en fait, hein. Et surtout, c'est des romans urbains. Moi, je suis un gars de la campagne, mais j'ai vécu en ville à Paris, et j'ai à la fois une espèce de fascination et un amour pour la ville, et en même temps une espèce de dégoût absolu. Je suis entre, vous savez, le truc qui vous écœure au bout de quelques jours, quoi. Donc, chaque fois que j'arrive à Paris pour mon boulot, je suis super content, je vais retrouver mes potes et tout. Et puis, au bout de 4 jours, je me dis, j'en peux plus, je veux rentrer, je supporte plus. Dans Goodies, en fait, le roman noir, il est dans la ville qui dévore ses petits. En fait, c'est un peu ça. Le roman, c'est la situation des gens qui sont qui peuvent pas échapper à leur destin, voilà, il y a pas d'espoir dans Goodies, hein, je tiens à le dire, sauf dans celui pour lequel j'ai fait la préface, où ça se termine pour une fois pas trop mal. Mais dans James Cain, il n'y a jamais d'espoir non plus. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. C'est celui qui a écrit Le facteur sonne toujours 2 fois. Et d'une certaine façon, c'est des romans qui me touchent, parce que c'est des romans sur lequel en fait on n'a pas de liberté. En fait, certaines personnes sont programmées pour aller au désastre, et ils y vont en fait parce qu'ils savent pas où aller ailleurs. Et d'ailleurs, dans le petit extrait que vous m'avez demandé de choisir, dans un autre de mes romans, en fait, je parle de ça justement. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens, en fait, ont les pieds dans la merde, mais c'est leur merde. C'est-à-dire que c'est leur destin, et en fait, ils préfèrent leur destin à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et je l'ai vu quand, par exemple, on était plusieurs jeunes policiers, on voulait partir travailler à l'étranger, avoir des aventures. Moi, depuis que je suis petit, je veux vivre des aventures. Et on était plusieurs à postuler. On a tous été reçus. Moi, j'ai choisi le Mali. J'avais déjà fait plusieurs missions là-bas, mais là, moi, c'était pour y aller m'installer. Et mes copains, on était 3 ou 4, et on a tous eu les postes qu'on voulait, parce qu'on était, je pense, plutôt pas mauvais dans notre travail. Et ils ont tous abandonné. Ils ont tous laissé tomber. Et en fait, et pourtant, c'était les mêmes mecs qui se plaignaient en permanence. Le boulot est chiant, la hiérarchie est indigente, c'est dur, on en a marre, on a envie de vivre autre chose. Mais en fait, au moment où ils ont l'opportunité, l'inconnu les a rebutés. Ils ont fait ce qu'on appelle un refus d'obstacle. Et moi, j'ai continué. Et je l'ai payé cher, parce que quand je suis revenu, au bout de 4 ans,
c'était plus la même chose. J'étais celui qui les avait trahis, qui les avait abandonnés, qui était parti, et je faisais quasiment plus partie de la bande. C'est assez étonnant. Donc oui, j'aime le roman noir, j'aime Goodies, j'aime James Cain. Il y en a d'autres, hein, et des auteurs contemporains qui font du roman noir. Et par exemple, il faut lire le très beau Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu, qui est un magnifique roman noir. Que je déteste parce que l'année où j'avais un de mes romans qui sortait, j'étais en lice pour tous les prix. En fait, il était là aussi. Et quand j'ai pris Aux animaux de la guerre, j'ai commencé à le lire. J'ai dit, ok, bon, bah, j'aurai aucun prix cette année. Et il a tout raflé, ce fumier. Je dis ça, mais c'est un copain en fait. Hein. Et voilà, il y a encore des auteurs qui savent écrire des romans noirs. Et Nicolas Mathieu en fait partie. Et voilà, moi ça me touche profondément. J'aime bien, alors en l'espèce, dans Les Dames de guerre, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est pas un roman noir en ce sens que Elizabeth Cole, elle s'émancipe, elle se sort de la gangue dans laquelle on est en train de l'enfoncer. C'est-à-dire une gang faite de marbre, de cocktails, une vie hyper confortable, mais c'est pas ce qu'elle désire. Et donc elle fait le choix, elle est iconoclaste. C'est les personnages. Moi j'aime bien les personnages comme Lee Miller qui cassent les codes. Lee Miller, à l'origine, c'est un mannequin. C'était une des plus belles femmes de son époque. C'était la muse des surréalistes. Breton en était fou. Presque tous les hommes qui l'approchaient tombaient instantanément amoureux. Et en fait, elle a décidé de devenir photographe. Donc, elle est devenue d'abord photographe de mode. Donc, c'était une excellente photographe. Donc, techniquement, donc Lee Miller, elle fait taire l'image selon laquelle, en gros, on serait une espèce de médiane et on est très bon dans un endroit, mais ça veut dire qu'on est moyen à côté. Lee Miller, elle était bonne en tout. Elle savait tout faire. Donc, quand elle décide d'être photographe, elle est une très bonne photographe. Et puis, comme elle voit que le monde est en train... C'est un peu le même principe qu'Elizabeth Cole. Quand elle voit que le monde est en train de partir en sucette et que le conflit s'approche, le grand conflit s'approche, elle quitte les salons UP, elle quitte les studios photo pour prendre son appareil, son Leica, et aller sur le terrain et aller voir la guerre. Ce qui l'a d'ailleurs marqué à vie et qui l'a détruit d'ailleurs aussi. Eh bien, on va faire entrer Elizabeth Cole, alors. En octobre 1953, New York, Midtown. Les restes de Kovacs furent rapatriés d'Indochine en avion après que les honneurs militaires lui avaient été rendus à Hanoï au cours d'une cérémonie funéraire très protocolaire dont les Français avaient le secret. Le cercueil fut inhumé dans le cimetière d'Amawalk, au nord de New York, au cours d'une cérémonie simple et digne. Henri Luce prononça un bref discours en essuyant quelques larmes. Toute la rédaction et les proches de Kovacs revinrent à New York en limousine pour un repas d'adieu dans les locaux du journal. Le soir même, Luce et Thompson réunirent les reporters photographes de Life. Elisabeth n'avait pas reçu d'invitation, mais elle passa outre. Ce n'était sans doute qu'un oubli de la rédaction. Après tout, elle était bien de la profession. Passé 22 heures, une bonne trentaine de personnes attendaient l'arrivée de la direction en fumant dans la même salle de réunion où Henri Luce avait annoncé la disparition du photographe vedette. Dans un quasi-brouillard tabagique, Elisabeth identifia plusieurs collègues du journal, mais il y en avait d'autres qu'elle ne connaissait pas, sans doute des reporters freelance. Elle était la seule femme. Elle dut supporter les regards insistants et quelques ricanements. L'Assemblée bruissait de pronostics sur l'objet de cette réunion si tardive. La désignation d'un successeur au malheureux Kovacs l'emportait haut la main. Thompson entra dans la salle d'un pas raide, suivi de Luce, imperturbable. Elisabeth nota le changement d'attitude par rapport à la cérémonie du matin. L'ami meurtri et compatissant avait laissé la place au magnat de la presse, froid et lucide. Il se plaça en retrait derrière le rédacteur en chef et toisa l'assemblée d'un regard inquisiteur. Thompson prit la parole avec un petit geste pour réclamer le silence. « Bien, vous avez sans doute deviné la raison de cette réunion nocturne. Il s'agit de trouver un successeur à Robert Kovacs. Y aurait-il des volontaires ?» Les photographes se regardaient en chien de faïence, tentant de deviner lequel d'entre eux serait assez fou pour prendre la suite du reporter supplicié, mais aucune main ne se dressa. Rapidement, le silence devint pesant. Le cœur d'Elisabeth se mit à battre la chamade. Ses mains étaient moites. Elle les essuya nerveusement sur sa jupe de créateur. Thompson se racla la gorge. « J'ai besoin d'un photographe expérimenté pour finir un reportage en Indochine. Je sais que ce n'est pas évident vu les circonstances. »
Il regarda longuement l'assemblée, tentant d'accrocher un regard, mais obstinément, les reporters se dérobaient, les yeux braqués sur leurs chaussures ou sur une fissure imaginaire au plafond. « Oui, je sais, il y a des risques, mais bon sang, ça fait partie du job !» dit-il en secouant la tête. Il se tourna vers Henri Luce avec une grimace d'impuissance. Élisabeth regardait les journalistes qui baissaient la tête d'un air gêné. Tous avaient en tête l'image du cercueil. Et puis des rumeurs étaient parvenues du Tonkin par des collègues en poste à Hanoï. D'après eux, le corps de Kovacs avait été horriblement mutilé, littéralement coupé en deux. Henri Luce détailla les visages les uns après les autres, puis s'attarda sur celui d'Élisabeth. Pendant une fraction de seconde, elle eut l'impression de lire de l'étonnement dans ses yeux. « Allez, les gars, qui aura le courage ? Vous n'êtes tout de même pas des lavettes, non ?» dit Thompson. Une vague d'émotion déferla sur la jeune femme, la submergeant. Elle leva la main et prononça d'une voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu le mot qui allait changer sa vie. « Moi !» D'abord, il y eut un silence total, terrible. Plusieurs types assis devant elle s'étaient retournés et la regardaient, stupéfaits, les yeux écarquillés. Elle se pétrifia, une sueur glacée dévalant sa colonne vertébrale. Elle se leva en faisant crisser sa chaise sur le sol. Elle déglutit. « Moi, j'irai en Indochine », dit-elle d'une voix presque ferme. Un hurlement de rire lui répondit. Les reporters qui, quelques instants auparavant, baissaient les yeux, honteux, riaient de cette donzelle manucurée et pomponnée sur un théâtre de guerre. Pour qui se prenait-elle, cette mannequin tout droit sortie de la 5e avenue, pour leur asséner son caprice puéril et devant le patron en plus? Élisabeth leva la voix pour couvrir le tumulte. « Je parle couramment français !» Les rires redoublèrent de plus belle. Thompson réclama le silence en tapant dans les mains. « Un peu de calme, messieurs !» Et comme le calme ne revenait pas, « Silence, taisez-vous !» Le tumulte s'apaisa enfin. Thompson dévisagea Élisabeth d'un air amusé et bienveillant. « Élisabeth, merci sincèrement pour ta proposition. Mais on va se débrouiller sans ton aide. En revanche, s'il faut couvrir un concours de tarte tatin ou faire des photos d'une fête de bienfaisance à Saïgon, je promets de faire appel à tes services. » Il y eut un second éclat de rire général, certains applaudirent et des remarques misogynes fusèrent. « C'est pas un job pour bonne femme, occupe-toi plutôt de ton mari. Il t'en manque une paire, ma chérie, reviens quand elle aura poussé. » Les larmes aux yeux, Élisabeth se glissa vers la porte, passant entre les reporters hilars. Certains en profitèrent pour avoir des gestes déplacés. Elle sortit précipitamment en claquant la porte. Voilà l'entrée d'Elizabeth Cole. Enfin, on la voit avant, hein, dans sa vie, à New York, avec son mari, etc. En apparence, vous décrivez un cliché, mais c'est pas tout à fait ça. Non, en fait, ça existe. En fait, j'ai un copain c'est un grand réalisateur, très connu, dont je tairai le nom par charité chrétienne. Enfin, je suis athée, hein, je précise quand même. Qui m'a dit, dans ton roman, elle pisse tout le temps. Parce qu'en fait, il y a une séquence où elle va, après, elle fait l'amour avec son mari, elle va aux toilettes, et en fait, elle pisse dans le marbre de son appartement de l'Upper East Side. Et après, en fait, dans la suite du roman, elle pisse pas vraiment, ça veut dire qu'il l'avait pas lu, mais ça avait dû le heurter. En fait, elle se pose la question de comment je vais faire. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles j'aime le courage d'Elizabeth Cole et de toutes les femmes comme Lee Miller, comme Catherine Leroy, comme Gerda Taro, qui ont été reporters de guerre, c'est que c'est des femmes, il faut comprendre un peu ce que ça signifie. Elles partent à la guerre avec une tenue de militaire, elles sont entourées d'hommes, et puis elles partent dans des endroits où il n'y a rien, il n'y a que la loi de la guerre. Il n'y a pas de policiers militaires, elles ne peuvent attendre aucun secours de personne. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que, les balles de l'ennemi ne sont pas discriminantes, c'est-à-dire qu'elles risquent de se faire tuer comme n'importe quel autre soldat de l'unité, et deuxièmement, elles risquent aussi, elle a les risques qui sont inhérents au fait qu'elle se balade avec des hommes qui sont parfois sans femme depuis des mois, et donc tout devient compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme qui a ses règles dans un milieu exclusivement masculin, comment elle fait pour son hygiène? Une femme qui a envie d'aller faire pipi, comment elle fait? Tout devient compliqué. Enfin, je veux dire, tout devient une source de danger. Et je trouve que ces femmes sont autrement plus courageuses qu'un homme qui, lui, n'a que à se préoccuper de sa survie.
Je sais pas si je me fais comprendre. Et donc du coup, l'une des choses en fait qui la titille, c'est de savoir. Alors, chaque fois j'en parle parce que pour moi c'est un vrai souci. J'ai, comme un certain nombre de personnes de ma génération. Enfin, moi j'ai vu la guerre, j'ai vu des soldats quand j'étais en Afrique, et puis j'ai fait mon service militaire. Et donc on est entre gars. Je veux dire, il y a rien de plus naturel. Mais aussi, quand on a commencé à avoir des femmes à l'armée, les choses sont devenues plus compliquées et plus compliquées pour elles. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont fait violer. Elles se sont fait violer. C'est épouvantable. Donc, ces femmes, elles sont doublement courageuses parce qu'elles doivent affronter une menace qui vient de partout, qui l'encercle, qui l'entoure. Et donc quand j'ai écrit ça, et en particulier cette séquence, m'a valu quand même, de la part de copains dont j'imaginais pas qu'ils pouvaient penser cela, une volée de bois vert en disant ça y est, t'es en train de céder à MeToo, les pauvres femmes opprimées. Il y a un vrai truc de retour de bâton. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est nécessaire à l'heure actuelle. Il était temps, parce que ce que je décris là, moi, je l'ai vu. J'ai 57 ans, donc ça fait. Je suis rentré dans une institution dans les années 90, début des années 90, et j'ai vu des choses très dures pour les femmes et la manière dont on se comportait avec. Et moi, je pense que j'ai toujours essayé de bien me comporter, mais peut-être que sans le savoir, j'ai eu des paroles ou des gestes déplacés, j'en sais rien. J'ai fait un peu mon introspection là-dessus. Et donc voilà, elle est un peu celle qui ouvre la route, elle est un peu celle qui explique pourquoi c'est nécessaire, pourquoi les combats de maintenant se justifient par les injustices d'avant et encore de maintenant. On peut parler d'une autre femme de ce livre, Liane. Oui. Vous pourriez en parler? Alors oui, alors c'est ce qui m'a valu aussi de 3 autres volets de bois vert. C'est une taxi girl. Taxi girl, c'est une institution à l'époque. Elle officie dans un endroit qui s'appelle le Grand Monde, qui a donné le titre du roman de Lemaître, comment il s'appelle, Pierre Lemaître. Je ne sais pas si vous l'avez lu d'ailleurs, c'est un très beau roman, mais il ne parle pas du tout du Grand Monde. Il m'a piqué mon titre, ce salopard. Parce qu'en fait, ça devait s'appeler Le Grand Monde à l'époque. Et quand j'ai vu qu'un roman sortait qui s'appelait le Grand Monde, je suis allé immédiatement l'acheter pour le lire. Le roman est génial, je vous invite à le lire, mais en revanche, on ne voit pas du tout le Grand Monde. Le Grand Monde, c'est une institution, et là-bas, il y a des boîtes de nuit à l'intérieur. C'est le plus grand centre de jeu, ça a été le plus grand centre de jeu du monde. C'est sur plusieurs hectares, et en fait, il y a des casinos, il y a limite des bordels, il y a des salles à part pour les Chinois, il y a des salles pour les Occidentaux, et les plaisirs ne sont pas les mêmes. Et donc, cette jeune taxi girl va se retrouver. Elle officie dans ce casino incroyable. Elle est très belle, et donc elle va se retrouver mêlée naturellement. Elle va devenir une sorte d'enjeu. Parce qu'en fait, elle peut récupérer des informations, parce qu'en fait, les hommes en tombent instantanément amoureux. Et donc, elle va se retrouver prise dans les méandres de la guerre. C'est un peu l'anti-Élisabeth, non pas parce qu'elle n'a pas de courage, machin, c'est qu'en fait, elle subit son destin et elle ne peut pas en sortir. C'est-à-dire que autant Élisabeth, elle est dans un milieu qui essaye de la maintenir. J'ai écrit une séquence, une scène assez dans laquelle elle parle avec sa belle-mère, qui est, il faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de femmes qui reproduisent l'oppression sur les femmes. C'est-à-dire quand vous allez au Mali, l'excision, c'est pas les hommes qui font l'excision, c'est les femmes. Et c'est les premières à vous expliquer que l'excision, c'est hyper important, parce que c'est hygiénique, et puis que ça évite que la femme ait des désirs intempestifs, et qu'on ait des problèmes. Et là, en l'espèce, la première opposition qui est là, en fait, c'est sa belle-mère, en fait, qui essaie de lui expliquer qu'il faut qu'elle reste à sa place de femme. Et quand elle part, en fait, elle va rencontrer cette jeune femme qui, elle, n'a aucune chance de s'en sortir, parce qu'en fait, l'entièreté du système est contre elle. Et donc, elle va devenir une sorte d'enjeu. Elle va se retrouver mêlée à ces jeux d'espion, parce qu'en fait, elle va espionner dans un sens, dans l'autre. Elle est une sorte d'agent double. Et c'est un personnage pour lequel que j'ai vraiment beaucoup aimé écrire. Je me suis posé plein de questions sur son avenir. Et en fait, son avenir est... j'ai envie de dire qu'on subit l'avenir de nos personnages, on ne le décide pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui lui arrive, c'est ce qui lui arrive réellement.
Et voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais on m'a fait le reproche d'en faire quelqu'un une femme très belle, très sensuelle, très lascive, et donc du coup je suis tombé moi-même je me suis pris deux trois missiles. Parce qu'en fait, il aurait fallu que... Voilà. Mais d'un autre côté, si elle n'était pas si belle que ça, elle ne serait pas devenue un enjeu, parce qu'en fait, elle devient l'objet du désir des hommes. Et c'est ce qui explique voilà, elle va avoir un rôle central, même si ce n'est pas forcément le personnage central. C'est une anti-Elisabeth, parce qu'elle, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Elisabeth, elle a une chance de s'en sortir, mais elle, non. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des retours, des... J'ai plombé l'ambiance, là où... Oui, oui, mais comme un touriste. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce Saïgon-là a disparu. Donc ce Saïgon-là n'existe plus. Après, c'est pas un Saïgon fantasmé parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'à l'époque-là, effectivement, il n'y avait pas de gratte-ciel, il y avait pas de. Alors l'hôtel Continental existe toujours. Ma sœur y était il y a pas longtemps parce qu'elle a longtemps vécu en Asie du Sud-Est. Elle est allée faire un tour. Elle m'a renvoyé des photos et en fait, tout ce qu'on décrivait dans les bouquins d'un grand écrivain qui s'appelle Lucien Baudard, que peut-être vous connaissez, qui était journaliste à l'époque. En fait, on le retrouve parce qu'en fait, l'hôtel est toujours dans son jus. Ils ont décidé de garder les boiseries, l'hôtel est tel qu'il était dans les années 50, un peu on va dire rénové, mais voilà, l'hôtel n'a pas beaucoup changé. Mais sinon, à part le quartier chinois à Saïgon, il n'y a plus rien qui ressemble à ce qu'il était à l'époque. Donc ça m'a demandé un énorme travail de documentation, et en particulier, il y a les livres de Jacques Chancel, qui était là-bas en poste à l'époque, de Pierre Schoendorfer, qui était là-bas aussi, il travaillait pour le service cinéma des armées. Il y a les écrits de Lucien Baudard et de Graham Greene. Et Lucien Baudard, il a écrit une somme sur la guerre d'Indochine, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ça explique la vie là-bas. Lui, il est né en Chine, il a vécu presque une grosse partie de sa vie en Asie, et il connaît très bien cette région, et il a des descriptions absolument incroyables, déjà très belles, très littéraires, très intéressantes sur le pays tel qu'il était, comment il était, et puis les coutumes des gens. Et c'est là que j'ai découvert que, par exemple, les taxi girls n'étaient pas des prostituées. Mais elles étaient autorisées éventuellement à coucher avec leurs clients. Mais on payait une danse. C'était pas des prostituées, il y avait des prostituées. Et d'ailleurs, j'en montre dans le roman, hein, les Chinois, par exemple, et donc naturellement les colons et même les journalistes, bref, en gros, tous les hommes étaient des gros consommateurs là-bas de prostituées. Mais les taxi girls, c'était pas des prostituées. En fait, les taxi girls, j'ai envie de dire, pardon de la trivialité, mais en fait, leur boulot, c'était de faire bander les hommes qui payaient pour réserver une danse. Et parfois, de temps en temps, il arrivait qu'elles couchent avec un de leurs clients, mais c'était pas leur job. Voilà, c'était ces femmes absolument sublimes qui étaient dans, vous savez, ces robes chinoises un peu très très serrées, et donc les gars qui étaient célibataires depuis des mois, ça leur tournait la tête, et voilà. Et du coup, les Chinois les ont utilisés, la CIA les a utilisés, le SDEC français les ont utilisés, parce qu'en fait, c'est une espèce de travers bien masculin que d'avoir besoin de parler après. Et du coup, c'était de véritables recueils d'informations en permanence, quoi. Elles arrivaient à presque tout savoir. D'autres réactions? Non? Donc Dame de guerre Saïgon, c'est le premier tome d'une trilogie. Et le second est déjà écrit? Non, il n'est pas écrit, il est en cours d'écriture. J'ai écrit quelques dizaines de pages que j'ai effacées parce que c'était très mauvais. Parce que j'ai un problème de point de vue. Donc, je m'interdisais d'écrire à la première personne. Parce qu'en fait, je me suis dit, on va encore me parler d'appropriation culturelle, de machin. Puis en fait, je me suis dit, je m'en fous, en fait. Donc, c'est tout l'art de la poétique que de pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Et donc là, dans mon prochain roman, je vais être une jeune femme trafiquante de drogue, générale d'une armée de guerriers Shan, et voilà. Et donc, et je vais l'écrire à la première personne. Parce qu'en fait, j'ai essayé de l'écrire à la troisième personne et ça rendait pas. Donc, il n'y avait pas de...
Autant j'aurais pas pu écrire Elisabeth Cole à la première personne, autant elle, je ne peux pas ne pas l'écrire à la première personne. Donc on a eu une grosse discussion avec mon éditrice. Et je lui dis ouais mais ça va pas faire des histoires. Enfin, c'est assez compliqué. Hein. Faut un peu prendre des pincettes parce que beaucoup de gens se sentent en permanence offensés. Elle m'a dit on s'en fout, fonce, écris-le comme tu as envie de l'écrire. Donc voilà, j'ai attaqué. Et, je pense que c'est bien meilleur depuis que je fais la première personne. Le premier se termine de toute façon en ouvrant Alors, sur alors Christophe ce ne veut pas personnage, ne veut pas savoir ce qui se passe parce qu'il est pas loin de la fin, m'a-t-il dit. Donc oui, mais oui, elle est déjà. C'est un peu, on va dire, c'est un peu l'objet de la quête d'Elisabeth en fait, d'une certaine façon. Alors pour terminer, je vais vous lire juste quelques lignes et ensuite il y aura. Pardon ? Oui. Et ensuite, je Vous vous avez montrerai, pour finir, justement quelques images de Lee Miller. Il y avait des gens à terre, des dames distinguées, des messieurs anamites, des boys et des enfants. La plupart se relevaient, mais 3 personnes sont restées au sol. L'une d'entre elles était morte. Une femme dans une jolie robe blanche toute maculée de sang. Et puis les secours sont arrivés, des ambulances. Ils ont emmené les blessés et la victime. Alors le patron, un jeune Français, et ses employés ont essuyé les flaques de sang, ramassé les débris et réinstallé les tables. Tout le monde s'est rassis, comme si de rien n'était. Alors, je veux bien qu'on rééteigne la lumière. Je ne vais pas me tromper cette fois. Et après, vous pourrez échanger avec Laurent Guillaume, vous faire signer le livre. Violenza la terra, stride all'uscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arena. Entrava in la fragrante cadea fra le braccia.
Je vous invite vraiment à rencontrer Lee Miller si vous ne l'avez pas déjà rencontré. Merci beaucoup, Laurent Guillaume. Merci Astrid.